Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 3-2 face à Francfort dans la 6e journée d'Europa League. Vous allez voir une victoire qui nous permet de nous installer tranquillement dans le top 8 de cette compétition. Le match était quand même très attendu puisque Francfort, deuxième de Bundesliga, c'est quand même l'adversaire le plus costaud que l'on joue depuis Marseille. Donc on attendait de voir quelle serait la réponse de notre équipe après avoir enchaîné de très très belles performances. 4-1, 4-1, 3-1, donc on se disait, quand même. D'autant que vous allez voir, Pierre Sage avait fait des choix tactiques extrêmement ambitieux et qui se sont révélés très payants. Alors une compo en 4-2-3-1, très sincèrement j'attendais plutôt un 4-3-3 qui paraît un peu plus solide, mais bon, Pierre Sage, sans doute intéressé d'aligner cette composition de 4-2-3-1 face à Francfort, parce que la composition d'équipe, il faut aussi qu'elle nous sécurise, mais il faut aussi qu'elle soit en mesure de gêner l'adversaire, de le déstabiliser. Et visiblement, Pierre Sage pensait que le 4-2-3-1 était beaucoup plus adapté pour contrer cette équipe de Francfort. Donc on démarrait avec Lucas Perry dans les buts, Maitland Nice, Caleta-Car, Niakate et Tagliafico. D'ailleurs, Caleta-Car, c'était sans doute le seul cas qui, on va dire, faisait tiquer un petit peu les amis du chat hier pendant le live. On aurait préféré voir Mata. Et je pense que vu la prestation de Caleta-Car, sans doute Mata aurait été plus efficace. Devant la défense, on retrouvait Matic et Tolisso. Bon, ça, c'est habituel. Notre ligne de 3 avec Nuama, donc qui se voyait octroyer une nouvelle chance. On va en reparler évidemment. Cherki en numéro 10, Fofana dans l'aile gauche et Lacazette en pointe. Là aussi, petite surprise, à titre personnel, j'aurais plutôt vu Mikotadze. Et oui, il faut quand même pas oublier que dans 3 jours, se profile le match face à Paris Saint-Germain. Donc il paraissait pas totalement dingue de faire tourner sur certains postes. Pareil pour Tagliafico, peut-être que on aurait plutôt vu Abner, mais Abner qui n'est plus titulaire depuis de nombreux matchs du côté de l'OL. Est-ce que ça anticipe un départ d'Abner cet hiver? Moi je le pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors la première mi-temps a vraiment été une masterclass de la part de l'OL, vous le voyez ici sur l'attaque momentum. Ça partait dans tous les sens. Ryan Cherki très inspiré, Tolisso très inspiré, Fofana très inspiré, Nuama très actif, un peu moins inspiré malheureusement. Mais voilà, on termine à la pause avec un 1 partout. N'oublions pas qu'on encaisse un but alors que vraiment un peu contre le cours du jeu, faut bien le dire. Après, alors justement, une intervention catastrophique de Caleta-Car. Égalisation de Ryan Cherki qui très astucieusement détourne un tir de Tolisso. Je pense que le tir de Tolisso aurait dû être stoppé par le gardien et on voit Ryan Cherki qui du bout du pied relève un petit peu le ballon et c'est ce qui trompe Kevin Trapp. La deuxième mi-temps est moins ébouriffante de la part de l'OL. En fait, on est passé en mode gestion une fois qu'on s'est retrouvé à 3-1. Encore une fois, Ryan Cherki à la création du deuxième but. Il est très opportuniste pour récupérer un ballon de Lacazette. Lacazette qui récupère le ballon sur Théâtre au milieu du terrain. Théâtre accroche le pied de Lacazette, mais l'arbitre intelligemment laisse jouer. Beaucoup d'arbitres auraient sifflé peut-être un peu vite. Il laisse jouer. Ryan Cherki récupère le ballon, traverse toute la moitié de terrain et notre ami Malik Fofana vient se présenter et marque du gauche, faut quand même le dire. Ça fait plaisir d'avoir un ailier qui a les deux pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Troisième but, alors passe décisive de Ryan, mais bon, on va dire une passe décisive un peu généreuse, parce que c'est vraiment Nuama qui, pour le coup, enroule très bien son défenseur, puis ensuite son ballon. Visiblement, l'Eintracht Francfort n'a pas bien scouté Ernest Nuama, parce que s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est le laisser aller sur son pied gauche. Bon, ils l'ont fait, ils l'ont payé. 3-1, on prend un but ensuite avec Omar Marmouche, qui est vraiment un sacré joueur.
29 fois décisif cette saison. À Marmouche, on est qu'au mois de décembre. 29 fois décisif, c'est un truc de malade. Et alors vraiment, je ne comprends pas comment le coach adverse n'a pas pu le faire débuter. On voit vraiment qu'il a changé le match. Un joueur hyper technique, hyper intéressant, très dangereux. Donc je ne comprends pas comment il peut démarrer sur le banc. Bah, tant mieux pour nous, hein, mais je pense que s'il avait débuté le match quand même, les débats auraient été plus équilibrés. Bon, en tout cas, ça a été la régalade vraiment ce match. Et surtout, je trouve que ce qui m'a plu, parce que oui, on peut effectivement pointer du doigt les prestations individuelles, notamment Cherki, notamment Fofana, notamment Matic aussi, qui a été vraiment très présent, Tolisso bien entendu. Ce qui m'a plu, moi, c'est la prestation d'ensemble. Énormément de solidarité. D'ailleurs, on voyait très très souvent Fofana et Nuama redescendre pour aider défensivement. On a vu, comme souvent, Maitland Niles et Tagliafico apporter offensivement. Un milieu de terrain à deux. Bon, c'est vrai que là, la disposition n'est pas très bonne, hein, puisque Cherki normalement est ici, Tolisso, Matic est là. Qui a fait le job, hein. C'était quand même un petit peu la question. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, ils ont été justement aidés par Fofana et Nuama. Donc, en fait, ce qui m'a plu, c'est cette animation collective, qu'elle soit offensive et défensive. On a vraiment une équipe qui se met en place et qui va sans doute très peu changer. Le 11, je dirais à quelques exceptions près, comme les défenseurs centraux, il est connu, il est ce qu'il est. Et évidemment, ça aide à avoir des automatismes, ça aide à comprendre comment bougent vos coéquipiers plutôt que quand on fait des rotations un petit peu trop souvent. Donc vraiment, on s'est fait plaisir dans ce match. On va continuer avec les stats. Ensuite, on écoutera, on lira plus exactement les déclarations des principaux acteurs du jeu. Et vous verrez que Ryan Cherki a dit quelque chose qui peut être interprété de manière très différente. Alors au niveau des expected goals, on est à 2,20, donc on met 3 buts, on est en légère surperformance. Indice pour Francfort qui a mis 2 buts, donc eux en grosse surperformance, 19 tirs pour l'Olympique Lyonnais, 7 pour Francfort. Non, franchement, on a fait un beau match. Alors justement, ce match nous permet de passer à la 4e place, juste devant l'Eintracht, à la différence de but, puisqu'on est à 13 points. On va dire, on est quand même en bonne position pour finir dans le top 8. Le top 8 est quand même très important parce que vous évitez un barrage et donc vous qualifiez pour les 8e de finale, qui sont évidemment très très rémunératrices. Faut quand même penser au pognon. Et quand on regarde les équipes du haut de tableau de cette compétition, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, je l'ai dit un petit peu en début de saison quand il y a eu le tirage au sort que j'étais un petit peu déçu des adversaires qu'on avait. Je trouvais que, en plus Francfort à cette époque-là n'était pas top 2 de Bundesliga. Donc on avait des adversaires un petit peu moyennas. Donc quand vous faites une Coupe d'Europe, justement, l'intérêt c'est d'aller jouer des gros clubs européens. Bon là, il y en a pas beaucoup. Alors quand on regarde effectivement le haut du classement, on voit la Lazio, qui globalement fait une très bonne saison et qui a un jeu très cohérent. Donc ça va être un vrai client. L'Athletic Bilbao, je dirais un habitué des joutes européennes. Anderlecht, alors là c'est quand même étonnant de voir une équipe belge dans le top 3. Manchester United qui a changé d'entraîneur, qui a pas vraiment changé de style de jeu. Il joue à 3 derrière, mais bon... Manchester, depuis l'arrivée d'Amorim, c'est quand même pas la folie. Les Rangers qu'on a largement dominés. Tottenham qui est un peu quand même en net déclin. Et derrière, on retrouve des équipes comme l'Ajax, qui, vous voyez, reste sur 2 défaites. La Real Sociedad, je dirais équipe cohérente de Liga, mais pas non plus la folie. L'AS Roma en difficulté. Donc finalement, le FC Porto, vous voyez, qui est quand même mal classé. Finalement, quand on regarde toutes ces équipes-là, on se dit, mais franchement, faire un top 4, c'est-à-dire au moins une demi-finale d'Europa League, ça paraît pas dingue, et avec un tirage au sort plutôt clément, pourquoi pas envisager une finale et une victoire. Je le dis pas trop fort, après on va dire qu'on s'enflamme, mais franchement, sur ce qu'on voit là depuis quelques semaines, depuis que le 11
reste figé, que les remplaçants aussi apportent leur écho, qu'on a des solutions de rechange quand on a un titulaire qui est en difficulté, bah écoutez, je pense que c'est pas dingue de s'imaginer faire une grosse prestation cette année en Ligue Europa. Il faut dire aussi que par rapport aux saisons précédentes, et l'Olympique de Marseille peut en témoigner, puisque vous savez, les saisons précédentes, des équipes de Champions League qui finissaient 3e de leur groupe étaient reversées en Europa League, ce qui était un système à mon avis totalement débile, et je suis content qu'il soit fini. Je vois pas comment vous pouvez être éliminé d'une compétition et être reversé dans la deuxième compétition. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Et rappelez-vous, l'Olympique de Marseille qui perd la finale de l'Europa League contre l'Atlético Madrid, repêché de Champions League. Donc ça, bon, c'est quelque chose, franchement, qui était pas très correct. Ça n'existe plus. Donc là, les équipes que l'on a là, actuellement, bah, ce sont les équipes qui feront toute la saison. Donc moi, quand je vois ces adversaires-là, bon, c'est vraiment une C2, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas le top du top européen, vous avez voilà des bons clubs intermédiaires des grands championnats. Bah, je me dis que c'est totalement jouable, surtout si on arrive à maintenir ce niveau de jeu, si on arrive aussi à ne pas trop se dépeupler au mercato d'hiver, parce que c'est quand même, on sait que il y aura peut-être une arrivée, celle d'Almada, mais il y aura surtout des départs. Et justement, on y viendra en fin de vidéo avec la déclaration de Ryan Cherki. Alors l'ami DataWell, qui nous régale toujours avec ses statistiques avancées, nous informe que l'OL est l'équipe qui a touché le plus de poteaux cette saison en Europe, en Europa League, 6 fois, avec quand même la Lazio, l'Ajax et Karabag, et on l'a fait 10 fois de plus en championnat, donc on est à 16 poteaux ou barres touchés en ce début de saison. Les joueurs ayant délivré le plus de passes clés dans cette Europa League 24-25, Dries Mertens, 27, Ryan Cherki est deuxième avec 22, et Bruno Fernandes de Manchester United avec 19. Ryan Cherki est le joueur le plus décisif de l'Europa League avec 6 buts passes décisives, à égalité avec Marmouche, Pedro et Højlund, donc lui aussi de Manchester United. Les séries de matchs sans défaite sous Pierre Sage, écoutez, il a été jusqu'à 6 en février, mars et avril, et là on est à 9, c'est quand même pas mal. Évidemment, la série est en cours, mais vous savez que l'adversaire qui se profile n'est pas n'importe qui, puisque c'est le Paris Saint-Germain. Tolisso a effectué 6 tacles, son record avec l'OL depuis plus d'1 an et 8 mois. Tolisso qui est vraiment en train de réaliser une sacrée saison. Beaucoup le voient potentiel en équipe de France, et je me suis laissé dire que c'était réciproque, c'est-à-dire que Didier Deschamps regarde à nouveau du côté de l'Olympique Lyonnais avec Corentin Tolisso. Vous savez que le milieu de terrain en équipe de France, c'est un chantier. Depuis que Griezmann est parti, Pogba évidemment depuis plusieurs saisons, N'Golo Kanté qui est quand même un peu sur le déclin, voire beaucoup. Donc il y a des places à prendre, et c'est vrai qu'avec son expérience, son style de jeu, Tolisso pourrait prétendre. Alors moi je me suis déjà exprimé sur le sujet, j'espère qu'il ne sera pas sélectionné, non pas que je veuille du mal à Corentin Tolisso, mais je pense que pour le bien de l'OL, pendant les trêves internationales, c'est mieux que Tolisso se repose. Je vais faire une analogie qui pourra être critiquée, qui vaut ce qu'elle vaut, mais regardez les prestations de Karim Benzema quand il n'allait plus en équipe de France, regardez les prestations d'Antoine Griezmann depuis qu'il n'est plus en équipe de France, il y a quand même une différence. Est-ce que l'analogie est valable? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je pense qu'il vaut mieux que Tolisso se repose pendant les trêves internationales. La saison de Ryan Cherki, donc 2024-2025, toutes compétitions confondues, il a un équivalent match complet de 10,5, c'est-à-dire si on rapporte le nombre de minutes au nombre de matchs, sur 90 minutes, donc il a fait 10 matchs et demi, il est décisif à tous les matchs. 11 buts et passes décisives, 5 buts et 6 passes décisives. Rappelons quand même que Ryan n'a pas débuté le début de saison. Donc il nous fait ça depuis le début du mois d'octobre, donc en 3 mois. Imaginez, vous projetez ça sur toute une saison, on est en double-double, comme on dit en NBA, c'est-à-dire à plus de 10 buts et plus de 10 passes. Et ça veut dire une belle valeur de transfert désormais pour Ryan.
Ernest Nuama, un petit focus sur lui, puisque bon c'est quand même un joueur qui nous fait nous arracher le peu de cheveux qui nous restent sur le crâne. Eh ben écoutez, hier, il est plutôt crédité d'une bonne prestation. Alors maladroit en première mi-temps, ça c'est une vérité. Je vais pas être trop dur avec lui, mais je pense que si on a un autre ailier en première mi-temps, je pense qu'on mène à la mi-temps. Bon, j'évite de faire du foot fiction, mais bon. Par contre, ce qu'on peut pas lui retirer hier, c'est que vraiment, il ne s'est pas économisé. Il était au four et au moulin, énormément d'aides défensives, de courses. En attaque, il a vraiment déstabilisé la défense adverse. Malheureusement, effectivement, c'est que quand il arrive dans ou près de la surface, on le sent gêné, mal à l'aise. Bon, bref. Hier, il a quand même touché 8 ballons dans la surface adverse, 4 tirs dont un cadré, un poteau, effectivement, dans un petit angle sur une passe de Ryan Cherki, qui a vraiment régalé hier soir. Un but, donc le fameux but où on lui laisse le pied gauche, ce qu'il ne faut effectivement pas faire. 2 dribbles réussis sur 3, 58% de duels remportés, ça c'est très bien. 2 tacles et 5 ballons récupérés, donc vraiment un très très bon match de la part d'Ernest Nuama, dans la générosité, dans l'engagement, et puis pour une fois, je dis bien pour une fois, à la finition, parce que je crois qu'il n'a pas marqué depuis le mois de mars 2024, donc vous voyez qu'il bon, pour 28 millions et demi, ça fait quand même pas lourd. L'OL n'a perdu que 2 de ses 18 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc contre Beşiktaş et l'Olympique de Marseille, et on sait que bon, c'était quand même des défaites plutôt pas méritées. Alors Matic, un des acteurs de ce match, qui nous a fait la fameuse crampe à la 90e, histoire de gagner une minute 30, alors que l'équipe commence un petit peu à chanceler. Et Matic, qui effectivement est très ambitieux. Peut-on dire que cette victoire de l'OL est belle? Oui, comme toujours. Si nous gagnons, c'est une sensation incroyable, surtout quand vous jouez en Europe. C'est toujours important pour nous les joueurs, pour les fans, contre un très bon adversaire, de prendre 3 points importants. Nous avons montré une fois de plus que nous sommes une bonne équipe, que nous sommes dans un bon état d'esprit et nous devons continuer comme ça. Alors on l'interroge également sur nos 2 pépites, Malik Fofana et Ryan Cherki. Et vous allez voir que Matic, il ne veut pas s'enflammer. C'est un vieux briscard, il en a connu. Et il ne veut pas non plus les porter trop au nu pour que les mecs aient la tête qui gonfle et qu'ils se laissent un petit peu aller sur le terrain. Ils sont bons, je ne veux pas trop dire de choses sur eux parce qu'ils sont très jeunes, ils peuvent encore s'améliorer. Mais il faut être honnête, ils ont une qualité fantastique, ils ont un grand potentiel pour notre club et pour de grands clubs dans le monde. Donc je suis heureux de les voir très bien performer, s'améliorer de jour en jour. Et le plus important, c'est qu'il y a encore de la place pour s'améliorer. Moi aussi, je peux m'améliorer, sourire. Peut-on dire que c'était votre meilleur match de la saison pendant 90 minutes et pas seulement une mi-temps? Non, je pense que nous avons fait de très bons matchs cette saison. Dans certains matchs où j'ai le sentiment que nous avons joué de façon extraordinaire, parfois nous n'avons pas marqué à temps. Et vous savez, quand vous ne marquez pas de but et que vous créez des opportunités, alors vous laissez l'adversaire en vie. Je ne pense pas que nous avons joué notre meilleur match, mais nous avons joué un bon match évidemment, parce que ce sont des adversaires coriaces. Moi, personnellement, je n'hésite pas à dire que c'est notre meilleur match de la saison parce qu'effectivement, c'est celui où on a été le plus constant, le plus efficace sur l'ensemble de la durée du match, en termes aussi de maîtrise. Et surtout, il faut toujours relativiser par rapport à l'adversaire. Là, un adversaire qui était quand même de grande qualité. Corentin Tolisso qui attire les louanges depuis le début de la saison. Faut quand même se souvenir d'où vient Tolisso. Et je pense que l'année dernière, tout le monde voulait le voir partir, se disait il faut absolument nous trouver une porte de sortie pour Tolisso. Et je pense que maintenant, il n'y a plus beaucoup de monde qui souhaite le voir partir, parce qu'on a besoin d'un milieu de terrain de haut niveau, d'un milieu de terrain de qualité, et pour le coup, il l'est. Et lui aussi, sur la durée, on le sent vraiment transfiguré. Vous allez voir qu'il estime qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau. Alors on lui dit le 3-2 aurait pu vous faire douter, pourtant vous avez concédé peu d'occasions, même en fin de match. C'est un bon signe, nous dit Tolisso, il faut qu'on continue comme ça. On a été très bon dans le pressing, dans les premiers et les seconds duels. On arrivait bien à récupérer les ballons, on arrive à enchaîner des vagues sur le but adverse. Et même quand on a été en difficulté, on était tous en bloc.
tout le monde a fait les efforts et c'est une bonne chose. Et ça, vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Vraiment, tout le monde a fait les efforts. Tolisso, qui nous dit sur le bon coup réalisé, c'est une belle opération de mon point de vue. On devrait avoir plus de points en Europa League quand on voit contre le Beşiktaş, c'est un match qu'on doit gagner. Hoffenheim avec ce but à la dernière minute alors que l'on doit gagner même si tout n'a pas été parfait. Aujourd'hui, on a 13 points, on est 4e, l'objectif est là pour le prochain tour. C'est fait maintenant. Oui, parce que il faut vous le dire les amis, quoi qu'il arrive, on jouera au pire le barrage. Maintenant, il faut aller chercher le top 8 pour nous éviter les barrages. C'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'on se projette sur le match du PSG? C'est sûr que c'est mieux d'aller au parc après avoir gagné, surtout avec un match abouti comme on l'a fait, ça nous donne confiance. Mais contre le PSG, ce sera un tout autre match. On vous a vu encore tenter votre chance de loin, vous êtes en confiance. J'ai réussi à marquer contre Karabakh, j'ai mis un poteau contre Nice, donc ça me donne confiance. Il faut que je continue à frapper parce que ça réussit. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Êtes-vous revenu à votre meilleur niveau? Je suis bien, je me sens bien. Ce qui a changé par rapport aux années précédentes, je suis vraiment prêt physiquement. Ryan Cherki nous a dit que le gainage, un petit peu comme Didier Deschamps, eh bien, Tolisso en fait un max et visiblement ça porte ses fruits. Je suis vraiment prêt physiquement, je le sens. Je suis capable d'enchaîner les efforts, j'enchaîne les matchs et ça fait énormément de bien, ça me donne confiance. Si je ne suis pas loin de mon meilleur niveau, je ne sais pas. L'année dernière à l'OL la dernière année à l'OL en 2017, je mets 14 buts, j'en suis loin. J'aurai un meilleur niveau quand j'aurai passé ces 14 buts. Donc vous voyez, des grandes ambitions pour Tolisso. D'ailleurs, Pierre Sage nous l'avait dit dans une conférence de presse et d'ailleurs j'avais à l'époque interprété que Tolisso espérait revenir en équipe de France. Eh bien, vous le voyez, pour lui, il veut mettre, alors pas forcément plus de 14 buts, mais en tout cas, mettre des buts, pour lui, dans son logiciel, eh ben, c'est un signe de performance personnelle. C'est pas forcément ce qu'on attend d'un milieu de terrain, mais lui, il veut retrouver ce niveau-là. Alors Pierre Sage, notre coach, qui est en train de prendre une dimension assez incroyable, comme je le disais en début de saison, faut pas oublier que Pierre Sage reste un jeune entraîneur, et que je trouve que depuis quelques matchs, eh bien, il ne commet plus les mêmes erreurs qu'en début de saison, c'est-à-dire des changements trop tardifs, même si hier, j'aurais bien aimé voir Mikotadze rentrer plus tôt. Enfin bon, bref. Essayez aussi d'avoir toujours à peu près la même équipe. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et il va nous expliquer justement un petit peu son petit coup tactique hier, puisqu'il a débuté en 4-2-3-1, alors que très sincèrement, tout le monde attendait un 4-3-3 face à un adversaire de haut niveau. J'ai beaucoup aimé la mentalité au-delà du jeu. On a pu gérer certains moments, certains détails qui ont fait qu'on a su inverser la tendance et produire le jeu qu'on a produit. Le public est le meilleur baromètre. Je ne parle pas d'affluence. Dans tous les cas, les personnes présentes ont été derrière nous. Et oui, il y avait 40 000 personnes, donc sur un stade qui peut en contenir quasiment 60. Il y avait quand même de la place, mais bon, c'est l'hiver, en pleine semaine, ça caille. C'est pas facile, effectivement, donc chapeau à ceux qui ont fait le déplacement. Oui, on a changé l'organisation. En attaque, on était dans les mêmes dispositions. Il faut discerner la compo des départs à comment elle se transforme. On a souvent défendu en 4-2-3-1 et attaqué, avec une petite faute d'orthographe les amis, en 4-3-3. Donc ça n'a pas perturbé les choses puisque les joueurs ont l'habitude de ça. Je suis content de l'adhésion des joueurs. Oui, c'est très important. Parce que vous pouvez être un coach, avoir toutes les idées que vous voulez. Si vos joueurs n'adhèrent pas à vos idées, demandez à Peter Bosz, vous n'obtiendrez rien du tout. Par contre, s'ils adhèrent, évidemment, on est dans la bonne dynamique et de ce qu'ils apportent dans ces petites modifications. Mais tout cela dépend également des joueurs alignés. On a subi leur force, bien qu'on la connaissait. Ils étaient difficiles à canaliser parce qu'ils ont besoin de peu d'espace pour transformer une mini-situation en occasion de but. C'est une équipe contre qui on était en danger quand on avait le ballon. Donc c'est pour ça qu'il fallait amener nos occasions jusqu'au bout. Donc Pierre Sage, évidemment, très satisfait. Satisfait aussi de l'adaptabilité des joueurs. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est vrai que ce qui a marqué hier, c'est quand même cette idée de bloc de la part de notre équipe. On va terminer avec Ryan Cherki, l'un des héros de la soirée, et ça fait quand même beaucoup de matchs où c'est lui un des hommes clés de la soirée. Et vous allez voir, il dit quelque chose qui est interprété de manière variable. Quelle va être la suite pour vous, puisque votre contrat se court jusqu'en juin 2026? Eh bien, il dit, pour l'instant, il reste encore 2 matchs, et on verra à la fin de la saison si je suis encore là. Alors là, c'est quand même quelque chose de très bizarre, ce qu'il dit.
Il dit il reste 2 matchs. Donc le match de Paris et ensuite le match de Coupe de France. Et on verra à la fin de la saison. Alors est-ce que c'est la fin de la saison? Non, la fin de l'année, parce que pourquoi dire il reste 2 matchs? Vous voyez ce que je veux dire? Des matchs, il en reste plus que 2 si c'est la fin de la saison. Il reste les 2 matchs avant la fin de l'année et tout le reste. On verra à la fin de la saison si je suis encore là. Donc est-ce qu'il sera encore là à la fin de la saison? La fin de la saison, elle aura lieu avant le prochain mercato. Donc ça veut dire, si on extrapole, qui pourrait partir au mois de janvier. Il parle bien, il y a encore 2 matchs et on verra si je suis encore là à la fin de la saison. Donc vous voyez, ce n'est pas clair du tout, je trouve, ce qu'il a dit. Donc dites-moi, les amis, dans le chat, ce que vous pensez de cette phrase. Après, on pourrait dire, oui, bon, c'est juste après un match, peut-être qu'il s'est mal exprimé, il n'a pas dit exactement ce qu'il voulait dire. Bref, on peut interpréter ça de beaucoup de choses, mais si on s'en tient stricto sensu à ce qu'il a dit, ça quand même pourrait signifier un départ cet hiver. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.